Merci à vous quatre de nous rejoindre donc pour cette table ronde qui, comme je le disais, va nous permettre de mettre en débat finalement un certain nombre d'éléments qu'on a pu évoquer au cours des 2 jours que nous avons passés, que nous passons ensemble pour présenter rapidement chacun des intervenants, mais je vous laisserai évidemment le soin de compléter. Johnny Herbin, vous êtes consultant formateur et vous intervenez au sein de la PSN, dont vous nous direz un mot. Mélanie Delattre, vous participez à double titre à cette table ronde, à la fois en tant que DGA en charge des ressources humaines au sein de l'association Trait d'Union, mais aussi en tant qu'administratrice à l'ESTS, École de formation en travail social, et on verra que certain nombre d'éléments qu'on a pu évoquer autour des 2 jours appellent des réflexions sur le plan de la formation. Brice, peut-être pas besoin de te présenter, tout le monde te connaît évidemment. Et puis Annette Glovacki, que vous connaissez tous et toutes aussi, qui n'est plus depuis quelques jours présidente de l'Uriops, mais vice-présidente, mais également présidente de l'association Hélène Borel. Je vous propose de démarrer peut-être avec Annette et Brice, avec une question un peu générale, mais qui finalement fait écho avec l'introduction de Monsieur le Président hier, qui disait, on parle beaucoup de ces notions d'inclusion, de participation, de pouvoir d'agir, on les a évoquées là pendant les 2 jours, mais finalement on pourrait dire que, je vais pas reprendre l'image de Monsieur Jourdain, mais en tout cas que même si on en parle aujourd'hui beaucoup dans le cadre des politiques publiques, des politiques sociales, sont des notions qui sont intégrées depuis de nombreuses années dans les associations, et que finalement on n'a pas attendu cette impulsion des pouvoirs publics, mais on peut aussi le regarder d'une façon un petit peu plus critique en se demandant si finalement on est allé assez loin au cours des années précédentes sur cette question à la fois de la participation et du pouvoir d'agir. Annette, je vous propose de commencer. Merci. Je ne sais pas si ça marche. Oui. Voilà. Je vais commencer par dire quelque chose du spectacle et dire que j'ai été très touchée par la concentration des musiciens et la bienveillance du chef d'orchestre et sa capacité à animer. J'espère que pouvoir apporter un propos qui sera suffisamment concentré et suffisamment rayonnant comme l'était le chef d'orchestre. C'était vraiment extrêmement touchant, j'ai trouvé. Voilà. Pardon de commencer hors sujet, mais vous me connaissez. Voilà. Alors, juste sur cette question de l'inclusion, j'ai juste envie de dire, quelques petites choses. D'abord, méfions-nous de nos mots valises. Si on regarde notre secteur, il a été imprégné de mots un peu fourre-tout, dont on finit parfois par ne plus savoir ce à quoi ils correspondent. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que vous l'avez dit, Ahmed, il y a de longue date dans notre secteur une démarche qui interroge, parce que c'est ça la question de l'inclusion, qui interroge la question de la place des personnes concernées que nous accompagnons. Et c'est vrai que si on regarde la question des mots, on a commencé par parler de la parole de la personne, on a parlé de la participation. Et pendant très longtemps, on a été porté par l'idée que nous étions les porte-paroles des personnes, c'est-à-dire que nous leur prêtions notre voix. Or, je crois que l'évolution de la société et l'évolution de ce que nous ont demandé les personnes, c'était de ne pas parler à leur place, mais de leur offrir l'espace de leur propre parole. Alors, donc je pense que ça, c'est un vrai mouvement. Et dans le mouvement, il y a eu deux choses. Il y a eu aussi que les personnes que nous accompagnons, ça a été d'ailleurs la question de la loi de janvier 2002, etc., sont à la fois, je pense qu'il y a la question de leur d'avoir construit une position de sujet de droit, personne vulnérable, la personne fragile, sujet de droit, et aussi, je vais le dire comme ça, sujet désirant pour elle-même. Et donc, en effet, ça, c'est une véritable évolution qui invite d'ailleurs à ce que dans nos associations,
nous soyons en capacité de répondre à la fois à la question de la fragilité des personnes, mais aussi à la question de leur existence en tant que sujet. C'est-à-dire que si je devais le dire autrement, c'est sans doute l'exigence dans laquelle nous sommes d'apporter de la protection et de l'émancipation au sens de la possibilité citoyenne et de la sécurité et de la liberté. Et donc, je pense que ça, c'est une évolution forte. Après, les mots, comment dire, l'arrivée des mots, elle vient toujours dire quelque chose. On a commencé à parler d'inclusion de manière plus ferme dans notre secteur, après que dans le champ du sanitaire, on ait parlé du virage ambulatoire. Alors nous, on a parlé du virage inclusif. Donc je pense qu'il faut vraiment aussi, entre guillemets, être extrêmement vigilant aux arrière-pensées. C'est-à-dire, ça ne peut pas être cette question de l'inclusion, qui est vraiment un sujet central sur la dimension de la vie des personnes concernées. Ça ne peut pas être une source d'économie et ça ne peut pas être pris par ce biais-là. Donc je pense qu'en effet, on a à la fois à être extrêmement vigilant sur le sens de cette question de l'inclusion et sur entre guillemets, ce que ça produit, y compris dans le rapport aux politiques et aujourd'hui dans le rapport à la gestion. Si je peux encore dire 2 mots? Si je suis trop longue, vous m'arrêtez. Hein. Voilà. Alors, ça produit aussi, et je veux revenir sur ce rapport entre la protection et l'émancipation, c'est pas simple tous les jours dans nos associations, puisque ça peut produire des clivages, ça. Ça peut produire des clivages de vision entre les dirigeants et les équipes, et et avec les personnes elles-mêmes. Alors, je pense que ce qu'on a vraiment appris, c'est que le mouvement de la protection, c'était vraiment ce mouvement de vouloir le bien de l'autre et pour l'autre. Et on avait peut-être oublié que la relation d'accompagnement, c'était vraiment une relation d'interdépendance et donc qui fait évoluer nos visions, nos postures et nos pratiques. Voilà. Et que c'est sans doute sur ces 3 champs-là qu'il convient que nous travaillions. Et puis, il ne peut pas y avoir d'inclusion s'il n'y a pas d'inclusivité. C'est-à-dire que le travail que nous menons, comment on essaie aussi que ce soit quelque chose qui touche l'ensemble de la société. C'est-à-dire comment on imagine une responsabilité qui nous fait aussi travailler sur le lien social, c'est un sujet qu'on évoquait en aparté, qui fait que toute la société est prête à accueillir avec suffisamment de bienveillance, suffisamment de vigilance et suffisamment d'ouverture pour faire place aux personnes que nous accompagnons. Voilà un peu ce que je peux dire aujourd'hui et très à bâton rompu de cette question de l'inclusion et de la manière de la penser et en tout cas de la manière de l'accompagner. Ça ne se décrète pas, ça se construit. Merci Annette, je suis équipé, donc en fait je me suis réveillé ce matin avec et puis tout compte fait je vais le garder. Tu l'as graffé. Ouais. Alors bien évidemment la difficulté de l'exercice d'une table ronde c'est de pas être redondant, donc je vais pas développer ce que j'avais imaginé, mais c'est pas grave, au contraire. Au final, on a entendu tout le long de ces 2 journées que personne ne savait rien et que ce qui était intéressant, c'est le regard croisé, hein, on l'a entendu de nombreuses fois. Alors peut-être essayer de développer, j'ai gratouillé trois axes, on va le dire. Un quand même qui risque d'être un peu redondant, c'est effectivement l'importance, et on l'a entendu tout au long de ces 2 jours, l'importance du sens des mots. Les mots ne sont pas, j'allais dire, ne sont pas gratuits, surtout en période de pénurie budgétaire. Les mots ne sont pas gratuits et effectivement nous invitent, professionnels que nous sommes ou non professionnels d'ailleurs, à être attentifs à la façon dont on les emploie, parce qu'effectivement ils sont signifiants bien évidemment d'abord pour nous, mais dans le regard, me semble-t-il, nous devons ne jamais cesser d'avoir, et d'être aussi en capacité d'imaginer
Alors la signifiance, c'est pas français, hein. Bon, on a eu la bravitude, hein, donc on peut y aller maintenant. Et donc du coup, effectivement, d'être attentif à ça. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, l'autodétermination, c'est pareil. Alors c'est un peu en lien avec ce que je viens de griffouiller, c'est que ça revient sur le sens des mots, mais je vais pas vous la refaire en version longue. C'est quelque chose effectivement qu'on entend beaucoup, et moi je vais le développer peut-être plus sous un angle, alors je m'excuse d'avance d'être gestionnaire, mais on a évoqué le rapport Pifto ce matin, que je promène avec moi, avec mon micro d'ailleurs, au demeurant, hein, je me lève avec mon micro et je m'endors avec le rapport Pifto. Et plus sérieusement, effectivement, la grande erreur, ce serait d'imaginer, et ce que parfois certains d'ailleurs peuvent être tentés, ça serait d'imaginer que cette inclusion qui globalement nous invite à aller hors les murs, et je crois qu'Ahmed l'a répété, et notre président l'a bien introduit, je veux dire, on faisait de la prose peut-être sans le savoir, encore qu'on n'est pas tout à fait demeuré à très long, et qu'au final, le quartier du Tissage, hein, pour les Trélonais et ceux des environs, qui sont pas forcément nos habitats inclusifs à nous, mais qui sont dans cette logique-là et qu'on d'ailleurs on développe encore, eh bien effectivement sont des superbes outils au service des missions qui nous sont confiées. Mais et je termine sur ce deuxième point, mais soyons vigilants parce que certains le regardent comme une façon de se dire tout qu'on fait. Alors je vous la fais en version courte. Comme c'est hors les murs, c'est moins cher et donc du coup on va regarder à ça. Et Pifto l'écrit très bien et donc l'écrit mieux que je ne le dis. Ça serait une grossière erreur que de s'imaginer que ce mouvement inclusif, effectivement, nous amènerait à faire des économies. Et le troisième point, parce qu'au final, je n'en développerai que 3, et ça sera très court, tout simplement pour faire écho à tes propos, Annette, c'est que pour être dans une logique d'inclusion, et j'en resterai là, encore faut-il que la société y soit prête et qu'elle soit entièrement inclusive. Merci Brice et Annette pour ces éléments de première réaction. Alors je l'ai évidemment pas précisé, enfin je ne l'ai pas précisé plutôt en introduction, mais l'objet de cette table ronde, c'est qu'elle soit la plus vivante et la plus interactive possible. Donc à la fois pour tous les participants, si vous souhaitez rebondir sur les propos de vos co-intervenants, n'hésitez pas. Et puis si à plusieurs reprises pendant la table ronde, on fera des petites pauses pour voir si des questions émergent de la salle. Et si ce n'est pas le cas, Johnny, je propose... J'ai produit quand même un gros effet, hein. Il est en train de pleuvoir très fort, là. Oui, effectivement. Je ne sais pas si c'est lié, mais on le note en espérant que ce ne soit plus le cas tout à l'heure quand on terminera. Johnny Herbin, pour enchaîner avec vous, alors ces questions de participation, de parole des personnes concernées, pour reprendre l'expression que Bertrand Hagenmüller nous invitait à retenir ce matin. Vous l'avez travaillé, vous l'avez beaucoup travaillé, je pense, et avec un regard original, puisque vous l'avez travaillé aussi à l'étranger. En tout cas, vous avez pu voyager pour observer comment est-ce que ça se passe dans d'autres pays. Donc, peut-être immédiatement avoir une ouverture sur l'international. On a beaucoup parlé territoire et France. Voilà, c'est de l'orage maintenant, c'est plus de la pluie. Du coup, est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage sur l'international ? Bonjour à tous. Alors, peut-être, je vais faire un petit propos introductif qui n'a pas obligatoirement grand-chose à voir, mais peut-être que c'est un moment un peu particulier pour moi parce qu'en fait, j'ai beaucoup vécu dans cette maison. Hein. J'ai été ce qu'on appelle un enfant confié, donc à l'époque au château de la Huda. J'y suis resté un certain nombre d'années, et de très belles années. Depuis, j'ai beaucoup voyagé dans l'action sociale. Je suis d'abord devenu éducateur, puis ensuite j'ai pris d'autres fonctions. Effectivement, il y a 3 ans, je suis devenu donc formateur consultant pour la PSN, qui est l'Association nationale de prévention spécialisée. L'année dernière, j'ai pris effectivement une responsabilité au niveau international, c'est-à-dire que je me rends je fais partie d'une ONG qui représente 66 pays et qui travaille, milite sur la question des droits de l'enfant un peu partout dans le monde. Ce théâtre-là, c'est l'endroit où à l'âge de 8 ans, j'ai fait mes premiers pas de comédien,
je suis toujours, mais j'ai joué donc Pierre et le loup de Prokofiev. Ici, je jouais le rôle du loup. Et il y a un très beau proverbe algérien qui dit que pour les réjouissances, on sacrifie toujours les agneaux, jamais les loups. Donc, pour l'instant, je suis toujours là. Donc, et un dernier mot d'introduction, parce que c'était important pour moi. Je voulais grandement remercier le conseil d'administration et bien évidemment la direction de Trait d'Union, et peut-être ressortir peut-être deux, trois personnes. Françoise Mamet, que je remercie fortement, la vice-présidente. Einstein dit il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, et ce fut une très belle rencontre. Je voudrais aussi remercier Eric, qui est un peu dans l'ombre, et Eric Lorenz, et qui a été d'une humanité, d'une attention de tous les instants, et je le remercie grandement. Je remercie aussi Logan, parce que c'est aussi Logan, il faut une étincelle pour déclencher un feu de prairie, et ça a été un peu le cas. Et enfin, et un dernier remerciement, parce que je sais qu'il y a des personnes que je connais ici, que j'ai vu arriver en tant qu'éducateur. Donc, il y a Olivier, Marie-Christine, je pense que j'ai vu tout à l'heure Bruno, il y a Isabelle aussi. Et je voulais leur faire un petit coucou et les remercier aussi, parce que si d'une certaine manière, je suis moi-même là aujourd'hui, ce qui me constitue, c'est en partie ce qu'ils nous ont transmis, ou ce qu'ils m'ont transmis, en tout cas, dans leur présence et dans leur bienveillance. Donc voilà. Maintenant, j'en arrête pour mon propos introductif qui était un peu long, et je m'en excuse, mais c'était important pour moi. Alors, en ce qui concerne au niveau international, je pense que c'est Paul Ricoeur qui dit que la plus grande des souffrances humaines, c'est celle de l'impuissance. Et il dit aussi autre chose qui est très important, c'est rendre la dignité à l'homme capable. Alors, ce qui se passe au niveau international, alors pour l'instant, j'ai démarré en novembre-décembre 2021, donc j'ai encore très très peu de recul. Je vais beaucoup voyager dans l'année 2023 qui va venir, notamment en Algérie, mais aussi en Lituanie, en Brésil. On parlait tout à l'heure du Brésil. J'ai pas pu lever la main parce que j'y étais pas encore allé. Mais ce qui ressort quand même, là, je reviens du Canada et du Québec, où on était beaucoup de pays représentés. C'est que justement, il y a le constat que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont soumis au joug de l'oppression, et donc qui se retrouvent dans des situations d'impuissance profonde, que ce soit des adultes ou des enfants qui vivent dans des contextes de guerre, dans des contextes de famine, et dans des contextes très difficiles où vous imaginez bien que il y a là comme parfois une profonde sidération qui les empêche de pouvoir agir, et ils n'ont pas ce pouvoir d'agir. Alors bien évidemment, c'est un constat qui est réel, qui est dominant, qui est très dominant, il faut le savoir, hein, c'est des mécanismes de domination qui s'exercent partout dans ce monde. Et puis il y a aussi bien évidemment, et fort heureusement, des jardiniers de l'âme, des trésors d'humanité qui se développent un peu partout, alors notamment en Amérique du Sud, notamment même par exemple aussi où j'étais là au Québec, où il y a des collectifs et il y a des personnes qui se battent, se lèvent pour enfin retrouver la capacité à pouvoir essayer de tenter de changer le monde oppressant dans lequel ils vivent. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, en Amérique du Sud, ils ont notamment une culture. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Paulo Freire, qui a écrit un livre qui s'appelle La pédagogie des opprimés, qui est un livre qui a été très longtemps un livre de chevet pour moi, et qui un peu exprime cette expérience dans le nord-est du Brésil, où il a amené des populations d'agriculteurs qui étaient acculturés à retrouver par l'alphabétisation la possibilité de réapprendre à lire, à écrire, et de commencer à comprendre les contrats qu'on essayait de leur faire signer, d'essayer aussi de pouvoir commencer à écrire des manifestes, de pouvoir aussi aller dans des juridictions et pouvoir se défendre, et ainsi de retrouver de la dignité en étant capable de mettre des choses en action. Voilà, ça c'est très important. Après, l'expérience que j'ai vécue là, par exemple, au Québec, ce que j'ai pu constater, c'est qu'en fait, il y a une place importante qui était faite dans les instances dirigeantes, parfois, mais aussi dans les conseils d'administration, aux gens qui sont accueillis. Donc en fait, les gens qui sont accueillis sont présents dans les conseils d'administration. Ils participent, par exemple, au rapport d'activité. Ils participent autant que les cadres dirigeants au rapport d'activité. Ils organisent aussi des journées au sein des associations, mais c'est eux qui les organisent, pas obligatoirement la dirigeance ou la gouvernance qui les organise. Et donc il y a vraiment une volonté de faire de la place. En fait, souvent, par exemple au Québec, ils ont une très belle phrase. C'est quand les circonstances sont propices que les choses émergent. Et en fait, ils disent, nous sommes les circonstances.
nous devons être les circonstances et laisser ensuite les choses émerger. C'est-à-dire rendre à l'homme sa dignité, sa capacité à faire. Et donc ça, c'est extrêmement important. Voilà ce que je peux, en quelques mots, parce que je voudrais pas prendre tout l'espace, mais voilà, vous dire, voilà. Merci. Alors, on reviendra sur le point justement du fonctionnement institutionnel des associations, mais peut-être pour poursuivre avec une autre question avec vous, Johnny. Ce qu'on évoque là et ce que vous pointez implique aussi, en tout cas c'est ce que disent un certain nombre de rapports, dont le rapport Pifto, une évolution du travail social, de la conception du travail social. Ça nous était d'ailleurs rappelé ce matin par Bertrand. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ce que vous observez de votre place, des évolutions nécessaires sur le plan du travail social? Alors, en tant que formateur consultant, il m'arrive d'intervenir dans des écoles d'éducateurs et un peu partout en France, je rencontre beaucoup, bien évidemment, d'éducateurs. Et ce qui ressort souvent, alors l'intention est très intéressante de ce que expliquait Monsieur Hagenmüller, c'était passionnant et inspirant. Mais je dirais que il y a l'esprit et la lettre, on n'y est pas encore tout à fait dans le sens où dans les écoles d'éducateurs, on continue à professer une logique où il y aurait ce que nous sommes personnellement et ce que nous sommes professionnellement. Or, pour moi, nous sommes un tout identitaire, nous venons avec tout et nous repartons avec tout. Et bien évidemment que même si nous sommes un tout identitaire composé d'une sorte de millefeuille, nous sommes quand même un tout. Et nous venons à la rencontre des gens comme nous sommes et nous repartons avec ça. Et bien souvent, on leur demande de dissocier les choses. Ce que je trouve aussi, alors c'est peut-être pas généralisé, hein, je n'ai qu'une part de vérité, je n'ai pas toute la vérité. Peut-être que certains d'entre vous ou certaines personnes que vous connaissez ont vécu d'autres types d'expériences. En tout cas, ça s'en est une. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que il y a comme une crainte de l'émotion. Il y a comme une crainte de l'émotion ressentie et comme une crainte de l'émotion reçue. Comme si, en fait, on devait venir complètement désincarné de ce que nous sommes. Or, nous sommes des êtres d'émotion. Nous avons bien évidemment à apprendre à les contrôler, à en prendre soin, à prendre soin pour nous et pour celles des autres, mais nous sommes faits d'émotions. Et l'autre chose aussi, là où aussi où je ressens aussi une grande frustration, c'est aussi sur effectivement ce que disait M. Hagenmüller, mais sur la question de l'affection qu'on peut porter aussi. Je me rappelle avoir eu un échange avec un éducateur que j'ai connu au Château de la Houdan, lui disant « Mais tu peux pas t'imaginer à quel point tu as compté pour moi. » Et lui m'a dit « Mais toi non plus, tu peux pas t'imaginer à quel point tu as compté pour moi. » Je lui ai dit « Mais je lui dis, mais t'es en train de me dire que tu m'aimais. Alors pourquoi tu me l'as jamais dit avant ?» Et il m'a dit « Bah oui, mais on n'avait pas le droit. On peut pas le dire. » Qu'est-ce qui nous interdit de le dire, en fond, en fait, si ce n'est les blocages et les barrières qu'on s'impose, mais qu'on aussi on nous impose. Je pense qu'en école, ils sont aussi parfois, malheureusement, aussi très orientés sur ça. Et puis, il y a bien évidemment les écoles de formation, mais il y a aussi, après, dans les institutions. Toutes les institutions, la force d'inertie d'une institution, elle est quand même aussi fortement présente. Et il y a des institutions qui ont l'esprit à s'ouvrir et à progresser. Et puis il y a d'autres institutions où c'est beaucoup plus complexe de pouvoir, parce que on le dit aussi, vous entendez encore beaucoup dans des institutions dire attention à ta distance. Je discutais avec, je peux me permettre, hein, Olivier, je discutais avec Olivier, je disais mais quand moi j'étais petit ici, les éducateurs ils faisaient des choses mais qui étaient absolument formidables en termes de présence et en termes de lien qu'aujourd'hui on retrouve plus, mais parce que quelque part ils s'autorisent plus. Ces éducateurs qui étaient des gens qui pouvaient, par exemple, ils avaient une petite chambre, ce qu'on appelle une chambre de veille éducative. Ils dormaient principalement dans le week-end, mais la semaine, si par exemple un soir un film se terminait beaucoup plus tard, ou si on allait faire un match de foot et que ça se terminait beaucoup plus tard, ils pouvaient rester dormir au sein de l'établissement et être dans le continuum. Voilà, il y avait un continuum qui a beaucoup moins, je trouve, aujourd'hui. Voilà. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, hein, mais bon, voilà un peu. Après, peut-être aussi pour être positif, c'est que bien souvent, quand on laisse quand les personnes se lâchent prise, quand les professionnels acceptent de lâcher prise, c'est très étonnant de voir ce qu'ils sont capables de produire justement à ce niveau-là.
Et c'est que donc il y a quelque chose, il y a du potentiel, il y a de la ressource là qui est là quelque part. C'est encore une fois une étincelle peut déclencher un feu de prairie. Il faut juste la petite étincelle qu'il faut. Voilà. Merci. Je sais. Non, mais je voulais vous remercier d'avoir dit ça parce que je trouve que qu'est-ce qu'on a désappris pour les gens de ma génération. C'est-à-dire que les gens de ma génération avaient un véritable pouvoir d'agir. Voilà, on pouvait être créatif dans les institutions. Et puis au nom de la sécurité, eh bien, on a perdu tout ça. On a effectivement parlé de la distance. On a parlé de... on s'est méfié de l'autre. Et d'ailleurs, on voit bien... Alors, à la fois, il était important qu'on parle des violences dans les institutions, mais on voit bien combien le fait d'avoir sans doute mal parlé du risque de la violence, et notamment des violences sexuelles, a fait qu'on a été extrêmement abandonnique parfois avec certains enfants. Et donc, je pense qu'en effet, et aujourd'hui, on est quand même encore confronté à ça. Ça m'aide à éclairer mon propos sur la protection et sur la sécurité et la liberté. Et en effet, vous avez raison, c'est-à-dire, et j'ai bien aimé que vous citiez Paul Ricoeur, voilà, la souffrance, c'est l'amputation du pouvoir d'agir, et rendons du pouvoir d'agir à tous, c'est-à-dire y compris aux professionnels, et laissons-leur exprimer leur créativité, avec quand même suffisamment de sécurité, bien sûr. Mais voilà, or ça, c'est un exercice d'équilibre extrêmement difficile aujourd'hui. Tout ce qu'on a dit sur la qualité, moi, j'ai rien contre la qualité, ça nous a beaucoup appris. Mais les protocoles, ils ont quelquefois eu des effets délétères extrêmement importants. Juste pour imager le propos, je ne veux pas frustrer Mélanie, par rapport, parce que c'est ce qui vient d'être dit, en fait, ce que tu viens de dire et ce que vous venez de dire, Annette, juste une anecdote, le 13 mars 2020, dans cette institution, le 13 mars 2020, je revenais précipitamment de mes congés, Mélanie, nous étions convoqués au CHR de Lille. Alors il fallait pas être superstitieux parce que c'était un vendredi 13, forcément ça pouvait pas que bien se passer, et on était convoqués parce que c'était la cellule de crise pour donner le top départ à ce que nous allions vivre dans cette institution associée au Covid. Et simplement pour imaginer le propos du contexte sécuritaire et de tout ce qu'on a entendu d'Olivier Poinceau et de ce que tu dis sur le fait qu'on ne s'autorise plus. Alors, ce n'est pas une excuse mon propos, attention, hein, qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation, mais globalement, moi, ce que j'ai entendu, et j'en resterai là-dessus, et donc je suis arrivé en revenant en fin de journée, beaucoup peuvent en témoigner, et j'ai demandé à ce qu'on ferme les barrières. Parce que j'avais entendu que si ça se passait mal, on ne chercherait pas des responsables, mais qu'on trouverait des coupables. Mélanie, je me retourne vers vous. Oui. On parlait un peu de formation à l'instant. On parle aussi des professionnels. Alors, spontanément, deux questions qui s'adressent naturellement à vous. La première, c'est, et Annette a esquissé un début de réponse, est-ce que finalement il peut y avoir un pouvoir d'agir des personnes concernées s'il n'y a pas un pouvoir d'agir des professionnels? Et comment est-ce que, et là c'est peut-être davantage côté ESTS que la question se pose, comment est-ce que ces enjeux de formation des professionnels, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, peuvent intégrer l'enjeu de la participation, l'enjeu du pouvoir d'agir des personnes? Alors oui, la formation a un rôle essentiel dans nos métiers, dans notre secteur, mais non seulement, donc que ce soit la formation initiale ou la formation continue. Et c'est vrai que quand on en discute au niveau de l'école d'éducateurs, on se dit qu'il y a besoin de se réinventer les méthodes utilisées et puis le fait de se rapprocher du terrain, d'être de plus en proximité. Alors on me dit oui, mais les étudiants vont en stage, c'est vrai, on accueille de plus en plus de stagiaires, on prend de plus en plus de contrats d'apprentissage, mais non seulement les étudiants ont besoin de se rapprocher du terrain, mais également les formateurs, les cadres pédagogiques, c'est aussi intéressant pour eux
qui sont en formateur depuis un certain nombre d'années, de continuer à aller sur le terrain et de voir comment ça se passe et de voir comment les publics évoluent maintenant, et aussi de comprendre ce qu'est le vrai métier et le vrai travail éducatif, social, médico-social, pour pouvoir être au plus près des réalités du terrain. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que nous, au niveau aussi de l'association, on travaille beaucoup sur la formation tout au long du parcours professionnel pour pouvoir amener à chaque fois des compléments. Alors voilà, des compléments de formation, des formations aussi qui soient innovantes et qui essayent de répondre aux besoins de nos collaborateurs en fonction de leurs demandes. Et par exemple, pour 2023, on va travailler là déjà sur des nouveaux sujets. Et puis c'est vrai qu'en écoutant les discussions de ce matin, ça a conforté un peu les idées que j'avais pour les projets 2023. Mais j'ai vu des thématiques de formation qui pourraient être très intéressantes sur comment prendre soin de soi pour prendre soin des autres, et comment gérer le sentiment d'impuissance pour s'occuper de publics vulnérables. Enfin, il y a vraiment des sujets maintenant de formation qui pourraient venir compléter et voilà, parce que tout le monde a besoin de formation tout au long, voilà, parce qu'on l'a assez dit ce matin et hier, on ne sait pas tout, il faut toujours se questionner. Il faut toujours grandir, un peu comme les arbres, hein. On a besoin d'eau pour grandir, on a besoin de se réinventer, de toujours aller chercher un peu des compléments, des informations, et puis de la culture. Voilà pour la formation. Je peux pas... Si, totalement. Et du coup, ça me fait réagir sur peut-être un deuxième élément qu'on ne pouvait pas ne pas évoquer aujourd'hui, cette complexification des enjeux de formation, ou en tout cas cette nécessité d'élargir ou de réélargir, puisque finalement, Annette, vous nous disiez qu'on a peut-être perdu du pouvoir d'agir là où il existait avant. Donc ces enjeux nouveaux ou qui réapparaissent en termes de formation, ils apparaissent aussi dans un contexte de crise des métiers, ou en tout cas de déficit d'attractivité du secteur. Et quand on échangeait, vous me disiez que cette crise des métiers, elle s'illustre parfois dans la difficulté des associations à recruter, à trouver des professionnels, mais elle se vérifie aussi, même à l'échelle de la formation, avec une difficulté des écoles à attirer des jeunes en formation. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de jeunes qui sont attirés vers ces métiers du social et du médico-social. Les écoles ont des difficultés maintenant à remplir leur promotion, alors qu'avant, il y avait des listes d'attente et des concours d'entrée, etc. Et maintenant, c'est plutôt l'inverse. On essaie de remplir, donc on prend un maximum de personnes, et puis après, on se rend compte qu'il y a parfois des abandons en première année. Enfin, voilà. Et donc ça, c'est vraiment le point important. Et je voulais rajouter avec ouais. Donc ça, c'est pour les écoles. Et puis au niveau des... Vous m'avez posé une autre question entre l'entrée dans les écoles et aussi le complément de formation. Non, c'est bon. Non, l'attractivité des métiers, vous m'avez dit. Oui, et c'est ça que je voulais rajouter. Donc en fait, pourquoi aussi, on peut se poser la question, pourquoi ces jeunes justement sont plus attirés par ces métiers? Parce que c'est vrai que moi j'ai déjà entendu des gens qui disaient avant, bah oui, moi c'est mes parents, maison, qui faisaient ce métier-là, ils m'ont dit ça, c'est un bon métier, faut que tu ailles là-dedans. Et maintenant c'est l'inverse, c'est les professionnels du secteur disent à leurs enfants, hein, on choisit pas ça comme métier, là, on travaille pas à l'hôpital, on va pas travailler dans le social. Et en fait, ça fait boule de neige, puisqu'en fait, ça donne une mauvaise image, puisque ce sont les salariés de maintenant qui sont ambassadeurs de leur métier. Et puis du coup, s'ils disent qu'il faut pas aller là-dedans, voilà, on tourne en rond au final. Donc il faut vraiment reconquérir et retravailler sur le métier et les salariés qui sont actuellement dans ces métiers-là. Avant de pouvoir attirer de nouveaux collaborateurs, il faut déjà prendre soin et s'occuper correctement des salariés qui sont actuellement dans toutes les associations médico-sociales et sociales. Johnny, ça vous fait réagir? Ouais, simplement aussi, je pense qu'il y a des questions à se poser aussi sur les contenus de formation. Ça, c'est hyper
technicisé. Hein. On a affaire à des gens qui sont... en fait, on n'a pas affaire à des personnes, on a affaire à de la symptomatologie et des problématiques sur pattes, en fait. Et en gros, il faut trouver la spécialisation, ou en tout cas la réponse nécessaire, spécifique, technique pour y répondre. Alors, je grossis le trait, mais c'est quand même un peu comme ça, parce que ce qu'il ne faut jamais oublier dans la relation, même si la relation peut être technique, elle peut l'être, d'accord, mais la relation, elle est avant tout, elle fait appel à nos intuitions et à nos instincts aussi. Ça nous guide. Comme disait, je pense que Michel Lemay qui disait que dans toute relation, il y a une part d'imprescriptible qu'on peut ni qualifier, qu'on peut ni quantifier, qui est la part magique de la relation. Et cette part magique-là, l'école, elle peut pas la transmettre. Et c'est en étant en lien avec les autres et en étant au quotidien présent que c'est plus sous une forme de compagnonnage que de réellement dans un centre de formation spécifique, désincarner tout, qu'on peut réussir à faire ça. Et peut-être une dernière chose, c'est qu'à l'ESTS, justement, avant que ça s'appelle l'école européenne du travail social, parce que demain ce sera peut-être l'école mondiale du travail social, et en attendant, auparavant, on avait fait intervenir un groupe de jeunes. En fait, on avait, je travaillais beaucoup à une époque sur, j'ai beaucoup travaillé avec les séropositifs en phase terminale, dans le service du professeur Mouton sur Tourcoing. Et quand je suis arrivé ensuite à travailler avec des adolescents et des adolescentes, j'ai voulu mener un projet autour de la question du SIDA. Et ils se sont beaucoup investis au point même où ils ont créé une exposition itinérante. Et au fil du temps, ces jeunes sont devenus un peu entre guillemets des sachants du sujet de la prévention autour du sida. Et un jour, j'avais proposé à l'école d'éducateurs donc de les faire intervenir dans l'école. Et à ma grande surprise, ça n'était aucun jeune, aucun enfant n'était jamais rentré dans une école, en tout cas dans cette école d'éducateurs-là. D'ailleurs, les jeunes ont tout de suite démystifié en disant mais Johnny, c'est tout sauf, c'est pas comme une école comme chez nous, Johnny, que vous avez là. Et puis, en fait, ils ont passé une journée avec plusieurs promos. Et ça a été, pour les étudiants aussi bien que pour les jeunes, un moment absolument incroyable. Pourquoi ça se fait pas plus, hein ? Pourquoi on n'ouvre pas plus ces écoles de formation ? Pourquoi on les ouvre pas plus ? On fait appel à des gens qui viennent dispenser de la formation, on fait appel à des professionnels. Pourquoi on fait pas appel à des jeunes ? Pourquoi parfois des jeunes ne peuvent pas rentrer là et venir discuter, échanger dans le cadre de thématiques ? Et bien évidemment, parce que c'est très important, avec une certaine pédagogie, c'est-à-dire que les jeunes qui sont intervenus dans cette école-là, on avait travaillé avec eux, parce que ça peut être impressionnant de se retrouver devant des gens, de prendre la parole. Mais je pense que si on accompagne ça, si on rassure ça, si on sécurise ça, en travaillant sur la confiance en soi, en travaillant aussi sur tous les aspects qu'ils peuvent acquérir, ils arrivent et ils sont prêts et ils sont tout à fait capables et ça donne des choses absolument formidables. Enfin, voilà ce que je voulais. Voilà. Merci. Oh, oui, enfin, pardon. Non, ça marche pas? Si, ça marche. Non, c'est parce que l'autre il marche pas. Enfin, on m'a fait comprendre qu'il marchait pas. Vous me perturbez dans mes propos. Non, ce que tu viens de dire, c'est effectivement, c'est une autre forme de dire ce qu'on a entendu ce matin et de ce que, c'est-à-dire qu'effectivement, on a, comment dire, on est resté dans des postures discursives, et je crois que quand on parle de la formation, eh ben, on parle du DC1, du DC2, du DC3, et tout à l'heure tu le disais, de la psychopéda. Et ce qui est regrettable, ce qui est regrettable, mais ce qu'on est en train peut-être de mieux comprendre aujourd'hui, et je l'espère, mais vous le savez, je suis toujours optimiste, de mieux comprendre pour mieux réagir et non pas agir, c'est qu'effectivement, au fil du temps, on a technicisé et on s'est déshumanisé. Et donc, du coup, toutes nos 2 journées, au final, moi j'ai le sentiment d'avoir simplement pris le temps de m'asseoir et de remettre cet unique objet au centre. Alors, je vais pas vous faire un vieux cours de la 2002 au centre du dispositif, hein, excusez-moi, déjà l'usager, alors là, ça c'est horrible, mais effectivement, simplement remis, par ici on dit l'église au milieu du village, et ben d'avoir réussi à prendre ce temps de ces échanges, et ces échanges, effectivement, qui nous conduisent, je l'espère, mais j'en suis certain d'ailleurs, à avancer dans ce retour à l'humain.
Mélanie, vous souhaitiez réagir? Oui, en fait, c'est vrai que pour compléter et puis rajouter, pour vous dire que oui, tout ne s'apprend pas en effet en formation et qu'on peut accueillir aussi des gens qui n'ont pas forcément un diplôme précis, mais qui font telle ou telle mission encore mieux peut-être que d'autres qui ont eu ce diplôme, et que ce qui compte, c'est pas forcément le diplôme obtenu, mais c'est aussi à chacun, c'est la capacité à s'adapter à l'évolution et surtout à se remettre en cause et en question. Parce que pourquoi, on en a discuté, pourquoi il y a 20 ans ou 30 ans, dans les années 80, on pouvait se permettre de faire ça, et pourquoi maintenant, hein, comme on disait, les éducateurs avant, ils se permettaient plus d'agir et de pouvoir, sans forcément dire ça, je l'ai appris à l'école, donc je vais le faire comme ça ou comme ça. Et maintenant, il n'y a plus on se conforte en effet derrière cette formation, ce diplôme, alors qu'on peut aussi très bien démarrer en ayant un diplôme, bien sûr, dans le secteur du médico-social, mais continuer tout au long de son parcours, puisque maintenant, on peut le faire beaucoup plus facilement qu'avant, de pouvoir continuer à se former et à obtenir par la suite, grâce à son expérience et à son recul, se qualifier et se diplômer différemment. Voilà. Annette, je me retourne, je vois que vous souhaitiez réagir, mais j'allais en même temps me retourner... mais j'allais en même temps me retourner vers vous, parce que justement tout ce qu'on évoque là, c'est aussi une forme de clin d'œil, puisque comme on a compagnonné à l'Uriops ensemble, enfin on continue, mais en tant que président, directeur pendant 6 ans, on capte aussi des points d'intérêt. Et tout ce qu'on est en train d'évoquer là fait penser un peu à la question des liens, dont je sais qu'elle vous est chère. Et du coup, je voulais vous entendre un peu en réaction là-dessus. Alors, en effet, les gens qui me connaissent bien savent que chaque fois que je suis en difficulté, je dis « c'est pas grave, on va faire du lien ». Voilà. Parce que c'est la ressource. Parce que c'est la ressource de se remettre en synergie avec l'autre. Voilà. C'est pas ça que je voulais dire, Ahmed. Alors donc, non, mais c'est juste une taquinerie. Je voulais revenir par rapport à ce constat que l'on fait quand même. Quand on a commencé à voir arriver une espèce de normalisation du travail social, parce que c'est bien de ça dont il est question, avec des référentiels qui parlent de tout sauf de la personne. Voilà. Alors, effectivement, on a été assez satisfait à l'époque parce qu'on parlait du droit, parce qu'on parlait du cadre. Et en effet, on a oublié de parler de la vision. Voilà. Alors, quelle est notre responsabilité aujourd'hui quand on fait ce constat-là? Je pense qu'il y a une vraie aussi, ce constat qui s'est traduit, en effet, je le redis, les protocoles, les référentiels, Parcoursup, qui fait que la filière pour entrer dans les métiers du social aujourd'hui exclut, par exemple, un certain nombre de personnes qui ont une expérience de vie. Or, cette expérience de vie, elle est fondamentale dans la rencontre avec l'autre. Donc voilà, alors je pense qu'il faut quand même aussi que dans nos associations, nous retrouvions une forme de militance pour dénoncer tout ça. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité pour faire avancer les choses. Alors je crois que peut-être là, il faut que nous retrouvions notre voix pour poser un certain nombre d'exigences. Et ça s'appelle la responsabilité associative. Ça porte un autre nom, ça s'appelle la militance. Et je pense que nos associations ont été portées par sans doute les exigences d'une dimension gestionnaire pour répondre à un certain nombre de cadres. Et je pense qu'il faut qu'on retrouve notre dimension militante sur la question de la vision. Voilà. Pour rebondir là-dessus, Brice, en tant que directeur général d'une association, cette question de la militance, comment est-ce que au quotidien on peut davantage la faire vivre et peut-être question plus générale, comment est-ce que l'association elle dépasse sa dimension gestionnaire, notamment dans le dialogue avec les pouvoirs publics. Ce matin, Olivier Poisseau nous rappelait, c'était particulièrement intéressant, l'origine des CEPOM. On voit qu'aujourd'hui, les relations association, pouvoir public, elles sont de plus en plus de nature contractuelle. Et du coup, la question de la co-construction ou de la contribution de l'association, non plus en tant que simple opérateur, mais comme corps intermédiaire, dont on nous disait qu'ils étaient remis en cause. Voilà, comment est-ce qu'on peut réinvestir davantage cette fonction militante pour une association gestionnaire ?
Déjà, j'ai intérêt à faire gaffe à ce que je vais dire. Non, sérieusement. Déjà, j'ai le sentiment que c'est déjà en grande partie ce qu'on fait ici. Je m'explique, et aucune flagornerie, bien évidemment, dans mon propos. Quand j'entendais ce matin justement d'essayer d'éviter d'être dans une dialectique du sachant, du directeur général qui entre guillemets est dans une posture de toute puissance et de tout sachant, et dans cette logique donc avec la gouvernance, et je regarde mon président, ma vice-présidente, mon bureau, bah oui, ils sont là, donc ils sont tous là, doublement attention, donc non, très sérieusement, et donc d'être dans cette capacité justement, d'abord de mettre de l'humain dans nos relations, parce que le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Et donc effectivement, de resituer entre nous, parce que et je reviens sur Pifto, il le dit encore une fois beaucoup mieux que moi. On peut pas demander aux autres ce qu'on est nous-mêmes pas capable de faire nous-mêmes. Et donc du coup, je pense, et je m'écarte pas du sujet, donc je pense qu'effectivement, je te vois pas inquiet, non ça va. Et donc je pense que déjà ça c'est le premier élément qui est certainement le plus important. Donc être en capacité de ne faire qu'un. Alors, de ne faire qu'un en sachant quelle est notre place, notre responsabilité. Hein, je le dis assez souvent d'ailleurs, et on pourrait parler des CE, enfin du CSE. Combien de fois, Mélanie, je dis, on n'est pas non plus dans une coopérative où on décide de tout le temps. Enfin bref, donc ça veut dire qu'il faut être en capacité aussi d'apprécier, dans le sens noble du terme, d'apprécier un petit peu la place duquel on parle. Donc ça, c'est pour moi le premier élément. Le deuxième élément, mais j'aurais presque tendance à dire que vous avez déjà eu la réponse tout à l'heure, dans la relation avec le financeur, enfin peu importe comment on l'appelle, allez, on va dire ça comme ça, c'est plus simple. Quand Madame Devrez vient, et je vous assure que c'était pas prévu, quand Madame Devrez vient et qu'on est dans cette relation simple de dialogue et d'écoute respective, j'ai le sentiment effectivement qu'on s'engage dans cette dimension. Et Ahmed, si tu peux me rappeler la question. Et donc, merci. Et donc, effectivement, de rétablir cette fonction militante, eh bien, au final, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est d'être non pas d'être acteur, et je suis désolé, je reprends des mots que j'ai entendus, mais au final, et en plus, j'ai oublié mes appareils auditifs ce matin, donc je peux dire que j'ai fait un effort extrêmement important, non pas d'être acteur, mais d'être auteur, les uns et les autres, ou les uns ensemble, ou les uns seuls. Et donc, je crois que, Annette, je ne trahis pas, enfin, je l'espère, ne pas trahir ta pensée dans ton propos, c'est qu'effectivement, à nous notre avenir nous appartient. Alors, je vais quand même dire quelque chose sur le lien. Voilà. Moi, j'ai été formée par quelqu'un qui s'appelait Jean Houry, qui disait « Mettez une cafetière, il se passera toujours quelque chose ». Voilà. Alors, maintenant, on met plus de cafetière parce que le café, c'est cher dans les institutions. Enfin, ça n'est pas qu'une plaisanterie. Je pense que l'évolution du cadre nous a privés de beaucoup d'espaces de rencontre pour les professionnels. Ça a commencé avec les 35 heures qui ont fait que le rapport entre les professionnels ont été ramenés pour des nécessités sur, alors je vais le dire avec peut-être un vilain mot, mais le rapport à la tâche, c'est-à-dire le rapport à la prise en charge des personnes. Et on a perdu beaucoup dans les espaces de lien et de débat. Le premier signe d'une institution dysfonctionnante, d'ailleurs, c'est celle où on n'a plus l'espace pour se parler, où on ne sait plus se parler. Et je crois qu'aujourd'hui, cette question du lien, elle nous impose de retrouver et de reconstruire tous les espaces de rencontre, alors entre toutes les personnes concernées, quel que soit leur niveau de responsabilité dans les structures, et avec, en effet, le souci permanent du débat, de la recherche de compromis, etc., etc., c'est-à-dire dans le croisement des regards et des visions.
Or, je crois qu'aujourd'hui, par rapport à une réalité institutionnelle, notamment fondée sur la question du temps, ça nous est devenu extrêmement compliqué. Et je pense que c'est ça qu'il faut réhabiliter du côté du lien. Réhabilitons les espaces et protégeons les espaces de rencontre. Moi, j'avais entendu un responsable politique, d'ailleurs, qui, pour des raisons de gestion, disait « mais les professionnels, ils n'ont pas besoin de ça, ils savent faire ». Et donc, voilà. Et donc, pour moi, cette question est fondamentale, c'est-à-dire c'est la dimension de la vie institutionnelle qui se pose, et il ne peut y avoir de vie institutionnelle que si elle se fonde sur un socle, alors j'ai presque envie de dire solide. Enfin, voilà, je pense que pour faire fonctionner les choses, on a besoin d'une vision, c'est-à-dire où je vais, on a besoin d'un cadre, c'est vrai, et ensuite, avec tout ça, on va bâtir nos modes de relation. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, le micro, pardon. Vous voyez, je m'enthousiasme, alors j'oublie que j'ai un micro. Alors, c'est un peu comme Brice. Hein. Comment dire, cette dimension qui, pour des raisons, je vais revenir à ma question de la sécurité, a été le renforcement du cadre. Elle nous a quelquefois prisé de défendre suffisamment notre vision et notre vision associative de la manière dont nous pensons l'accompagnement, la prise en compte, la place de l'autre, et du coup, elle nous prive des interrelations, elle nous prive de la rencontre. C'est juste. Et je voudrais aussi, peut-être pour nourrir, le lien a aussi autre chose d'absolument incroyable, c'est que bon, la plupart des enfants que vous accompagnez, des enfants qui ont souffert d'un trouble de l'attachement, ce qu'on appelle un attachement insécure. Hein. Je ne vais pas obligatoirement m'étendre là-dessus et vous faire un cours, mais ça aussi, je pense qu'en formation, c'est malheureusement pas suffisamment abordé. Et on a découvert en neurosciences qu'en fait, quand il y a un attachement insécure, quand il y a trauma, vous savez très bien que ça vient altérer certaines zones du cerveau, et notamment le cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions, et ça vient ralentir les connexions neuronales. Et ce qui est peut-être important de dire, c'est que quand il y a du lien qui se crée, quand il y a un attachement sécure qui peut se créer, ils ont découvert en fait en neurosciences que ces zones-là, ils appellent ça, elles refleurissent. Et c'est quand même absolument extraordinaire. C'est-à-dire que pour finir, on possède au travers de la relation, au travers du lien, un pouvoir magique absolument incroyable. Parce que si on veut vraiment parler de pouvoir d'agir, il faut d'abord pouvoir aussi penser que ces enfants-là ont été sidérés par des traumas importants et qu'ils ont d'abord subi avant de pouvoir. Ils sont d'abord dans une situation où ils subissent. Ils sont dans une situation d'impuissance parfois, et il faut avant tout pouvoir accompagner, guider, penser cela pour qu'ensuite on puisse articuler ça et aller vers le pouvoir d'agir. Parce que, et tout en sachant que le pouvoir d'agir, ça s'articule obligatoirement, à mon sens, d'une démarche pédagogique. On parle beaucoup de formation pour les professionnels sur le pouvoir d'agir. On parle beaucoup, et je pense que ça a été cité ce matin par Monsieur Hagenmüller, de pouvoir accompagner les familles, mais aussi de pouvoir accompagner aussi les enfants voilà, de manière pédagogique, à pouvoir effectivement aller dans des instances, prendre la parole. Quand j'ai géré un ITEP il y a pas mal d'années de ça, et on m'avait dit tu n'y arriveras jamais à construire un conseil de vie sociale dans cet endroit, c'est impossible. Ça faisait partie des 2 ITEP les plus violents de France. Et en fait, on a décidé de faire comme les Québécois disent, on a ralenti. C'est-à-dire qu'on a pris le temps. On a pris le temps de construire les choses. Et on a pris le temps de leur expliquer, voilà, comment on pouvait, par exemple, faire un discours. On avait fait appel à une socio-esthéticienne pour qu'elle puisse venir travailler avec les jeunes sur leur image. On avait emprunté un pupitre à la mairie. Enfin, on avait fait vraiment une soirée électorale. On a vraiment progressé pour qu'au bout d'1 an, on puisse vraiment créer cette instance, mais avec tous les préalables qu'il fallait. Et en fait, ça a très très bien fonctionné pour finir, parce que je pense on y avait mis la pédagogie nécessaire pour que ça puisse fonctionner. Et voilà ce que je voulais dire. Mais le lien, moi je vous rejoins, c'est essentiel. Et en plus, c'est un pouvoir magique absolument extraordinaire, tant pour les associations que pour les personnes avec lesquelles on construit le lien. Je pense que je ne veux pas parler à Lazanette, mais vous prêchez une convaincue en la matière. Alors peut-être pour rebondir à la fois sur la question de la vie institutionnelle, de ce que vous évoquiez à l'instant, Johnny, et peut-être
en le faisant de façon un peu provocante volontairement ou en se faisant un peu l'avocat du diable. Et la question s'adresse à tous les quatre, c'est comment est-ce qu'on peut construire des espaces de lien, de dialogue, d'expression de la parole, de co-construction dans les associations, à la fois dans la vie en établissement, à la fois dans la vie institutionnelle, sans instrumentaliser, parce qu'il y a aussi toujours ce risque-là dans la question de la participation, finalement de prendre un petit peu en otage la parole des personnes ou d'instrumentaliser la parole des personnes, et comment faire en sorte de l'associer à la vie institutionnelle, parfois à la gouvernance, sans être dans une participation de façade. Enfin, voilà, c'est un risque qui est réel. Je ne sais pas qui veut répondre en premier à cette question. Un seul élément très court, et je ne serai pas redondant, donc forcément ça va être très court, c'est de nouveau s'autoriser à prendre le temps, et d'ailleurs même avant ça, j'aurais tendance à dire que les meilleures réponses sont certainement pas sur cette scène, mais sont plus dans la salle, des professionnels de trait d'union, excusez-moi. Et donc du coup, donc voilà, je reviens sur la notion du temps. Je crois qu'effectivement, nous sommes... Enfin, on est dans un monde où là, on court après la 5G, quoi. Waouh. Et donc, je pense que déjà, ne serait-ce que ça. Alors, bien évidemment, en disant ça, j'ai pas la prétention d'avoir réglé beaucoup de choses, hein. Mais peut-être c'est un premier élément. Enfin, ce que tu viens de dire, c'est peut-être déjà un premier élément, à mon avis, qui tout à l'heure, on parlait de fondation. Tu parlais de fondation, pardon, vous parliez de fondation et de solidité et tout ça. Et ouais, c'est d'abord ça, à mon sens. Oui, alors, j'ai dit quelque chose sur la création des espaces de rencontre, hein, voilà. Mais je vais reparler du socle de la vision, c'est-à-dire de laisser, j'ai presque envie de dire, de laisser à chacun faire son chemin, c'est-à-dire moi, je préside une association où nous avons fait, alors une association avec des personnes en situation de handicap dont on n'a pas parlé, alors que je pense que vous accompagnez des personnes en situation de handicap. Voilà, on a fait le choix qu'il n'y ait pas de personnes concernés par le handicap lui-même au sein du conseil d'administration, en pensant que la qualité des débats était un petit peu compliquée, parce qu'on y est sur des débats un peu gestionnaires, mais on a créé beaucoup de commissions annexes sur des sujets qui concernent plutôt la qualité de vie, qui concernent les travaux, qui concernent etc., au sein desquels il y a des personnes concernées. Donc je pense que chaque association peut faire ses choix, effectivement avec la vision, avec la vision entre guillemets des effets paradoxaux qu'on va générer. Enfin, je pense que notre société manque toujours de vigilance sur les effets paradoxaux que ces initiatives vont créer. Enfin, on a toujours le sentiment qu'on a inventé quelque chose de neuf sans penser les effets paradoxaux, ce qui est quand même un des fondements, me semble-t-il, de l'éthique, c'est-à-dire la conséquence de mes actes. Et donc, pour le dire comme ça, c'est je crois qu'il est important que chaque association puisse construire l'espace et qu'on se méfie de nos idéologies. Alors, je vais le raconter de manière un petit peu caricaturale, mais dans le domaine du handicap, par exemple, sur la question initiale du pouvoir d'agir, de la liberté, nous avons fait le choix de nous installer en ville pour qu'un certain nombre de jeunes, on est dans le champ du handicap moteur, ils militent beaucoup pour leur propre liberté, aller en ville, les spectacles, etc., etc. Et donc, nous avons créé un nouvel établissement à l'homme dans le secteur humanicité il y a quelques années, infâme, avec des jeunes assez lourdement handicapés, mais fondés sur le principe de la liberté. Puis j'arrive un soir pour un conseil d'administration et je vois un jeune homme, on était en plein cœur de l'hiver, en t-shirt dehors, sans chaussettes et sans chaussures, dans son fauteuil roulant, remontant un rond-point à l'envers, au nom de la liberté. Et je pense, et je vais revenir à cette question-là, c'est-à-dire comment effectivement on réfléchit sans être dans des idéologies forcenées au possible de l'autre. Enfin, je pense que c'est ça la question, et à l'accompagnement de l'autre pour qu'il fasse chemin, y compris à tous les endroits où il est associé. Je ne sais pas si c'est illustrant mon effet.
On en reste quoi Non, mais voilà, et je pense que les professionnels avaient le sentiment de très bien faire au nom d'une idéologie dominante qui était celle de la liberté. Enfin, pardon de le dire comme ça. Alors, le compromis qui a été trouvé, c'est de se dire qu'il y a sûrement qu'il y avait des jeunes qui pouvaient sortir seuls, et puis qu'il y en avait pour lesquels il était utile qu'il y ait un contrôle sur le possible de l'aller et venir. Non pas la liberté de l'aller et venir, mais le possible de l'aller et venir, et c'est pas pareil. Voilà. Et donc je pense que, alors je ne sais pas si ça illustre bien ce qui est le sujet que vous mettez au travail, mais c'est que je crois qu'on ne peut pas décréter la place de l'autre sans avoir réfléchi au possible de l'autre. Si je peux me permettre, ce matin, M. Hagenmüller, il a déjà brossé un petit peu notamment en disant que la présence, par exemple, des personnes aux synthèses, alors ça dépend aussi de quelle manière, et il faut aussi, ça c'est des choses qu'il faut travailler, mais il y a par exemple aussi les inclure quand on écrit, ne serait-ce qu'une synthèse, ne serait-ce qu'un rapport au juge, ne serait-ce que de pouvoir le faire lire. Alors bien évidemment qu'il y a des âges où c'est plus adapté, il faut adapter le langage, il faut adapter, etc. Moi, je peux vous dire, par expérience, j'ai été consulter mon dossier au département quand j'ai eu, je crois que j'avais 19 ans. C'était Monsieur Rambaud, c'est marrant, qui était conseiller socio-éducatif et qui m'a ouvert l'accès à mon dossier. Et j'ai découvert tout un monde que je ne connaissais strictement pas. Et ce que disait Monsieur Hagenmüller ce matin, c'est que pour finir, je voyais bien qu'on écrivait sur moi, je voyais bien qu'on faisait de la prospective. Malheureusement, je vous avoue honnêtement que tout ce qui était écrit n'était pas toujours du saut des reins. Il y avait beaucoup de, il y avait un peu de tout dedans. C'était un melting pot parfois un petit peu dans les analyses. Mais bon, c'est quand même, comme il disait, imaginez qu'on parle de vous quand vous n'êtes pas là, mais imaginez qu'on passe un certain temps de votre vie à écrire sur vous et que vous n'ayez jamais accès à ces éléments. Mais c'est ça aussi, c'est simplement peut-être d'apprendre aussi à faire avec, en faisant confiance aussi à l'autre, de ses capacités de résilience, parce que c'est un sacré beau pouvoir d'agir que de celui d'être résilient, même s'il a un prix, même s'il n'est pas constant, parce que bien évidemment la résilience c'est sur tout un parcours de vie. Il faut se retourner pour regarder ça. Mais en attendant, voilà, c'est faire avec, c'est faire ensemble. C'est dans un mouvement de sachants et d'apprenants dont les rôles en fait sont mouvants en fait. À un moment donné, on est sachant, mais d'autres moments, on est apprenant. Et parfois, j'ai eu à bien des égards dans des établissements dans lesquels j'ai travaillé, eu à apprendre bien des affaires, comme disent des Québécois encore une fois, de la part des jeunes. Et on me disait surtout, n'écoute pas les jeunes, parce que c'est toujours les adultes qui ont raison, mais en fait, les jeunes ont aussi. Vous savez, je vais vous dire un truc. Peut-être que vous avez déjà croisé des anciens, mais autant vous passez du temps à nous observer et à nous analyser quand nous sommes en votre compagnie, mais autant on passe du temps à vous analyser aussi et à vous observer, et on apprend à très bien vous connaître. Et on sait quand vous arrivez au travail que ça s'est pas bien passé à la maison et que ça a des répercussions, etc. Et on vous connaît en fait, vous aussi. On vous connaît. On pourrait aussi écrire sur vous, on ne le fait pas, si on n'a pas la légitimité de le faire. Mais vous pourriez aller consulter votre dossier au département aussi de la part des jeunes. À un moment donné, ça serait peut-être intéressant. Bon, trêve de plaisanterie. Voilà. Merci. Très sérieusement, j'étais avant directeur général de la sauvegarde de l'Aisne, donc la protection de l'enfance milieu ouvert, et les choses ont grandement changé quand, alors j'ai imposé, c'est dit comme ça, c'est raccourci parce que ça s'est fait au fil du temps, quand j'ai exigé que les rapports qui partent au juge des enfants, avant de partir au juge des enfants, soient lus à la famille en présence voilà, c'est tout. Par exemple, même ne serait-ce que moi, quand j'étais enfant, j'étais effrayé d'aller voir le juge des enfants. C'était pour moi un moment d'une grande solennité. J'allais voir quelqu'un qui représentait quelque chose d'extrêmement important. Et bizarrement, on s'arrêtait pas 5 minutes pour presque me faire du coaching ou je sais pas, me rassurer. Et je débarquais dans cet endroit. Et tout à l'heure, ça m'a mis la chair de poule, hein, je vous le dis franchement. Je l'ai vécu aussi dans ma chair, de voir le regard de cette maman complètement perdue. Alors bon, j'ai dit à M. Hagenmüller, il a un trait de génie parce que
Or, il y a aussi la manière de filmer, c'est absolument extraordinaire, parce que comment il a réussi à, en quelques, enfin, des fois, il n'y a pas besoin de mots, quoi. Une image suffit, et c'était absolument incroyable. Mais c'est des choses, voilà, c'est des choses dont il faut être précautionneux. Alors, je sais que on a parlé de la question du temps, la question de la disponibilité, mais vous savez, c'est comme, c'est pas effectivement, c'est pas le temps qu'on passe, c'est la qualité du lien qu'on construit avec les jeunes. J'ai eu des éducateurs, j'ai connu des éducateurs que je voyais pas tout le temps, mais par moment, je sentais dans leurs yeux que j'étais singulier. Et ça, c'était un trésor inestimable. Voilà. Donc, c'est important, voilà, cette singularité qu'on ressent parfois dans votre regard et qui fait que même si on sait faire la part des choses, hein, mais en tout cas, ça nourrit énormément. Donc voilà. Bon, c'est des petits cailloux hein, posés sur le chemin, c'est pas grand-chose. Voilà. Je me retourne vers la salle. Peut-être y a-t-il des questions ou des réactions? Bonjour. Voilà, l'association Trait d'Union fête ses 100 ans. Et franchement, au bout de ce séminaire et de cette année, avec l'histoire de l'association, avec les concertations, avec tout ce que les pôles ont réalisé, c'est une année riche et de réflexion. Et notamment ce séminaire, moi, ça m'a chamboulé, je peux le dire personnellement. C'est bien, ça ouvre des horizons nouveaux. Mais personnellement, j'ai fêté cette année les 52 ans d'obtention de mon diplôme d'éducatrice spécialisée avant d'être enseignante à l'UER des techniques de réadaptation. Et c'était la première ou deuxième promotion d'éducateur spécialisé à l'époque, puisque c'était dans les années 70, en 70. Alors, ce que je voudrais dire, j'ai découvert aujourd'hui que je m'en étais pas vraiment aperçu, que l'éducateur était plutôt devenu un technicien avec les formations d'école, si j'ai bien compris, alors que depuis hier, on nous parle de ce que je trouve fondamental, la relation d'une personne à une autre personne, d'une personne qui a un parcours, qui fait bien sûr des études aussi pour approcher l'enfant, pour le connaître, pour le découvrir. Mais tout ça, c'est quand même une question de rencontre encore, et de la façon dont on voit l'autre, dont on l'écoute, le regard qu'on pose sur lui, c'est ça qui est fondamental, la considération qu'on a pour lui. Et donc, j'espère qu'on ne va pas attendre jusqu'à 100 ans pour faire des réformes dans la formation des éducateurs. Parce que maintenant, on a un passé, 50 ans, 52 ans de travail dans le monde social et médico-social. Et alors, comment ça va réagir? Vous dites qu'il faut que les associations se bougent, mais au niveau des écoles, est-ce qu'elles vont se bouger aussi? Est-ce qu'elles ont conscience que leur formation est devenue trop lointaine, trop distante par rapport aux populations concernées? Parce que moi, j'aime bien le mot « concerné » qu'on a employé ce matin. On est passé d'usager à personne accueillie, maintenant personne concernée. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà, c'était une réflexion. Je voudrais savoir, est-ce que les écoles ont conscience qu'il faut changer quelque chose dans la façon dont on les prépare? Alors, pour répondre en partie à la question, hein, puisque je pense que les écoles peuvent améliorer en faisant intervenir en effet des professionnels ou confronter plus au monde du terrain, mais s'il faut, il faut créer une nouvelle réforme de ce diplôme et d'autres diplômes, j'imagine. Là, ça dépend pas que de l'école, en fait. C'est vraiment au niveau national que les choses doivent changer, puisque l'école ne fait aussi que répondre à des, comme tout le monde, à des critères en remplissant, voilà, ça, telle compétence validée, telle compétence. Donc, il faut non seulement que les écoles, avec la possibilité qu'elles ont de pouvoir, oui, en effet, changer sur certaines méthodes, voilà, en faisant venir à eux ou bien des professionnels et travailler sur le concret, mais aussi, il faut que ce soit au niveau national. Et de toute façon, je pense que quand on parle de crise des métiers actuellement, et puis les écoles, enfin, la formation en général doit se réinventer, parce que la crise des métiers ne touche pas forcément le secteur médico-social, mais on l'a entendu aussi dans l'éducation nationale, dans les métiers de la santé, dans les métiers paramédicaux. Donc, tous les métiers qui sont liés à l'humain sont dans les mêmes
dans ce même cas. Et donc, en effet, il y a toute cette formation qui est à revoir. Et là, c'est pas seulement les écoles qui peuvent agir là-dessus. Il faut que ça vienne aussi au niveau national se réformer à ce sujet. Et puis, pour faire aussi un parallèle avec ce que vous avez dit là au niveau de tout cette... ce lien, la considération, etc. Et moi, ça me fait vraiment penser aussi au niveau ressources humaines, management. En fait, c'est aussi des mots qu'on entend, qu'on a besoin d'utiliser dans notre relation de travail, puisque pour les salariés, pour tous les collaborateurs, quels qu'ils soient, le fait de se sentir utile, de se sentir, on en a parlé, le sens du métier, mais aussi de se sentir utile, de se sentir créateur de valeur, le fait d'être considéré, d'être reconnu, tout ça aussi, ce sont des termes importants pour le métier. Et puis, c'est vrai que ça manque un peu, et peut-être que là, depuis tout à l'heure, on évoque en effet les difficultés, les constats, mais maintenant il faut aussi, comme on l'a dit hier, voir qu'est-ce qu'on fait maintenant de tout ça pour faire bouger les choses. Et une journée comme aujourd'hui, c'est déjà aussi un pas en avant pour dire nous, on est ouvert à ça, et au contraire, on attend, on a envie d'avoir des propositions concrètes, partagées avec les différents collaborateurs, mais aussi avec les autres associations partenaires, et c'est un premier pas vers le changement. Ah oui. Et puis, non, et oui, je voulais aussi rajouter sur les parcours des professionnels, parce qu'on en a parlé, et avec le pouvoir d'agir, faire un lien avec le pouvoir d'agir, mais au niveau professionnel, et en disant qu'en effet, chacun a aussi, au niveau, moi je suis tout le temps au niveau plutôt RH et salarié, chacun aussi a la possibilité de prendre en main son propre destin et son propre parcours professionnel en dehors des formations classiques. Mais nous, on valorise vraiment toutes les formations ici, et puis les parcours de formation. Et je voulais aussi, oui, voilà, les parcours de formation. Et puis, si on a commencé, peu importe à l'époque où on commençait en tant qu'éducateur dans les années 70-80, comme vous l'avez dit, aujourd'hui encore, on peut commencer éducateur et puis ensuite parcourir un chemin en devenant chef de service ou directeur, où c'est toujours possible aujourd'hui. Et puis, je trouve que ça aussi, c'est une chance dans nos associations et dans les secteurs médico-sociaux qui ne sont pas forcément possibles dans tous les secteurs d'activité. Alors peut-être que prendre en main son propre destin, c'est bien. et aussi avec une responsabilité associative et d'accompagnement des professionnels. Voilà, aujourd'hui, on démarre quand même avec une situation qui n'est pas favorable. Elle n'est pas favorable parce que Parcoursup a fait que là où il y avait des listes d'attente, je pense que vous l'avez dit, considérables, on a, entre guillemets, un nombre d'étudiants qui s'inscrivent en école d'éducateur qui s'est beaucoup restreint. Voilà, et via Parcoursup, avec des choix qui sont bien souvent, non pas des premiers choix, mais des choix de 7e position. Voilà. Et donc, on voit l'entrée dans le métier et la formation, on l'a décrite comme peut-être pas tout à fait celle que nous souhaitons. Et donc, quelle est notre responsabilité dans l'accueil et dans l'accompagnement des jeunes professionnels? Je pense que ça, c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet qui nous impose aussi d'accueillir en offrant aux professionnels de partager la vision associative. Je pense qu'on ne le fait pas assez. Moi, il m'est arrivé de me rendre compte que dans l'association que je préside, un certain nombre de professionnels ne mesurent pas complètement, entre guillemets, alors on parle des valeurs associatives. Alors moi, je prends un peu de distance avec ça parce que quand on a écrit que les valeurs, c'était le respect, etc., il faut beaucoup de souffle pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Mais je pense que c'est pas la question des valeurs, c'est la question de la vision. Comment est-ce qu'on pense l'accompagnement de l'autre et qu'est-ce qu'on veut? Et je pense que si ça n'est pas posé comme un fondement, effectivement, on voit les institutions voler en éclats et les gens s'y retrouvent pas. Je pense qu'il y a une vraie responsabilité associative, je le redis et peut-être trouverez-vous que je me répète,
mais c'est quand même la question de la vision socle de l'association et le portage. Mais le portage de tout un chacun. Vous voyez, on a très peu parlé des familles ici, mais familles de personnes en situation de handicap comme familles d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Je pense qu'il est utile que les familles soient accompagnées dans la vision de ce que l'on pense, de ce que l'on veut et de la manière dont on va procéder. C'est-à-dire d'être dans des exercices de co-accompagnement avec l'autre. Et donc, mais voilà. Et si on néglige ces étapes socles, effectivement, j'ai le sentiment qu'on est en train, après, d'essayer de faire fonctionner, parce qu'on veut dire une espèce d'armée du Mexique, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement dispersé. Une autre question de la salle, peut-être, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Gazi. Je ne peux que, évidemment, féliciter et adresser aussi toutes mes félicitations. J'ai un peu, malheureusement, raté 2 interventions ce matin, mais la haute valeur de ce qui est intervenu, et notre ami Johnny, là, a été un témoignage particulièrement touchant sur cette scène du théâtre ici. Il y a quelques réflexions qui sont venues aujourd'hui par les intervenants, hier notamment Olivier Beru, qui nous a quand même reparlé un petit peu de la société en général. Donc aujourd'hui, je répercute un petit peu sur la question que vous venez de discuter et que Madame Delattre a aussi évoquée dans l'attractivité des métiers. Un conseil d'administration, par définition, il est fait pas uniquement par des gens de la profession, par des gens qui viennent d'autres milieux professionnels, avec une vision de la société qui n'est pas meilleure ou plus mauvaise qu'une autre, mais elle est large par définition parce qu'on vit dans l'attractivité des métiers. Vous allez, si vous parcourez, vous assistez à différentes réunions, vous allez retrouver la même question si vous allez pour les déserts médicaux. Les créations de maisons de santé, les citoyens ont été associés. Désert médical. Pourquoi les médecins, ils ne veulent plus venir ici que sous le statut d'intérimaire, ils ne veulent pas reprendre de clientèle, enfin. Pourquoi? Est-ce que c'est la faute des médecins, la formation des médecins, ou est-ce que c'est la société qui est arrivée à cette situation-là? Mais vous avez le même problème pour les boulangers. Dans l'enseignement, vous êtes suffisamment nombreux aussi, et nous sommes conscients aussi du problème qu'il y a dans le recrutement avec les décisions qui ont été prises, que je n'ai pas à commenter, mais on se dit, mais est-ce que tout ça est bien logique? Et puis, je vais vous dire, il y a toujours mon arbre là qui est devant moi, je vais vous dire que je suis administrateur dans une coopérative, je m'occupe un petit peu de tout ça. Nous avons un énorme problème de recrutement, alors que les instituts de formation forestière se sont implantés dans le département du Nord qui a peu de forêt, dans les zones, évidemment, il y avait un peu de forêt. Notamment, il y en a un à Bavay, par exemple. On ne trouve plus de bûcherons. Ce que vous avez souvent comme réponse, c'est que, en restauration aussi, nous avons énormément une activité de restaurant, on nous dit « c'est décalage, j'ai d'autres valeurs dans ma vie maintenant qui m'obligent à ne plus travailler d'office le samedi ou le dimanche, d'avoir des horaires décalés. » Et vous avez des métiers aussi, avec des horaires décalés dans la journée, qui font qu'aujourd'hui, subitement, tout ça, personne ne veut plus. Et les millions de postes, je ne viens pas sur les chiffres parce qu'ils pourraient être tout à fait peut-être erronés, mais il y a quand même des postes, des centaines de milliers de postes qui sont en offre aujourd'hui et qui ne sont pas pourvus et qui auraient peut-être été pourvus il y a plusieurs années. Donc, l'attractivité du métier, dans tous les métiers, on se pose la même question qu'on se pose ici. Mais sachez que tout ça, la question primordiale, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous avons eu, Brissament l'a dit, et je le redirai demain, nous avons 100 ans d'histoire, mais surtout de petites histoires. Et nous avons aujourd'hui
une association qui regroupe une foultitude d'activités qui sont tournées vers différents objectifs. Dans le cadre de l'ESAT, ben, on a un pressing, voilà, on a des chevaux, on a des activités équestres, hôtelières, etc. C'est l'ESAT, d'accord. Mais nous avons cette ambiance qui fait que nous vivons là-dedans. Tout ceci, je vais dire simplement, vous avez parlé, Madame Glowacki, de la vision socle. J'aime bien ce mot-là, le socle. Et j'arrive tout doucement à la réflexion que vous avez eue, Monsieur Hegazy, sur l'association et son niveau de gestionnaire. C'est une question qu'on peut comprendre dans tous les sens, qui peut être inquiétante, que vous avez posée. Une association, peu importe son type d'association. Nous avons des associations, ici, toutes proches de nous, on travaille avec eux, la Fondation Savard, qui date du 19e siècle, une fondation. On travaille avec eux. Donc, nous, ici, on est loi 1901, nous en avons d'autres, vous avez des fondations, vous avez des associations de tout type. On a discuté hier du statut RUP, on nous a expliqué que ça ne servait à rien, bon, d'accord. Et ça nous a coûté bonbon, hein, parce qu'il a fallu un cabinet spécialisé pour s'occuper de ça. Et finalement, c'est par relation qu'on a réglé le problème avec la ministre de l'Intérieur pour solutionner l'avancée d'un dossier. Et puis après, on nous dit que ça ne sert à rien. Bon, on a vu pire. Donc, dans la vie de l'association, une association, je le répéterai demain, notre association, une histoire, une foultitude de petites histoires. Nous avons eu des moments, je dirais, sereins, des périodes sereines. Nous avons vu des périodes extrêmement difficiles. On l'a vécu avec la crise, par exemple, sanitaire. Et nous avons eu aussi des virages à prendre. Et ça, je reviens au rôle primordial du conseil d'administration, qui n'est pas une émanation directe des professions qui sont rassemblées au sein d'une association, mais qui est un reflet de la société. Or, aujourd'hui, toutes les augmentations de violence, etc., de la structure même du pays, vous comprenez, demain, je le rappellerai, nous sommes dans un territoire rural, ici, où les agriculteurs, les exploitations agricoles étaient des garants d'une gestion de la terre, on nous a dit hier, de gué, c'était la biodiversité, c'était l'environnement, c'était les agriculteurs qui étaient en fondement de tout ça. Il y en avait en France, il y avait plus de 2 millions d'exploitations encore dans les années 50. On est à 400 000 aujourd'hui. Donc ça signifie qu'il y a eu un décrochage très important. Et aujourd'hui, je le disais encore tout à l'heure, qu'avec le net, s'il y a un feu rouge, il ne marche pas à Bogota, vous le savez, en 10 minutes ou 5 minutes, tout ça, et le référentiel est lié à des informations comme ça. J'ai eu, dans ma fonction de président, malheureusement, après le décès brutal du précédent directeur, à vivre sans directeur pendant 10 mois, directeur général. Donc je sais qu'il est important d'avoir un directeur général. Croyez-moi. Je peux le répéter, monsieur Amand, si vous voulez. C'est entre nous. Bon. Et là, sans vos appareils. Donc, et à accompagner, donc ça signifie que nous avons besoin de directeurs, des ressources humaines, le financier, etc. Mais le socle sur lequel, et croyez-moi, il faut que, dans les statuts essentiellement, il faut qu'on sache comment c'est organisé. Et l'association, ici, le conseil d'administration, l'Assemblée générale comporte des bénévoles, l'association a un conseil d'administration dans lequel participent aujourd'hui des représentants du personnel, hein, mais nous avons un échange, que ce soit sur la société, sur les besoins de la société, et se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la société? Le problème aujourd'hui, c'est de se dire, c'est ça, c'est le pourquoi des choses. Pourquoi vos métiers évoluent tellement vite? Pourquoi on a de plus en plus besoin
de vous, de spécialités techniques pour lesquelles nous, on est largués. Moi, je ne comprends plus rien dans les acronymes, hein, et puis toutes les fonctions, les métiers, etc., qui portent aujourd'hui des intitulés assez compliqués et assez spécialisés. Donc, je reviens simplement à ça. Une coopérative, vous évoquez une coopérative, elle a un président, je m'excuse, hein, il faut bien, et il y a un conseil d'administration. Donc, c'est-à-dire la ligne directe d'une coopérative. Vous êtes coopérateur adhérent, vous pouvez partir, mais il y a bien un axe. Et mon prédécesseur, Mme Gloaki, m'a dit, en me transférant, en me donnant le flambeau, il m'a dit, tu es le gardien des valeurs. Des valeurs. Donc aujourd'hui, on est avec des statuts de l'époque de Jeanne Roussel, et la fondation de l'association, elle n'a pas été faite par des médecins, elle a été faite par des gens de la société locale, appuyés par le sous-préfet de l'époque, et qui se sont rendus compte du problème de la tuberculose dans notre région. Et ces valeurs-là, elles continuent. Donc ça signifie que dans les virages que nous devrons prendre, et il y en aura à prendre, moi demain, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Et on est très inquiet, hein, vous l'avez rappelé tout à l'heure, aujourd'hui, ce qui s'est passé avec la Covid, avec la guerre, se rendre compte qu'on est des tributaires de tout le monde pour avoir un pot de moutarde, hein, ça pose quand même des questions sur l'autonomie de notre pays. Nous qui étions le plus beau pays où l'agriculture est le top en Europe, nous vendions du blé à tout le monde et maintenant on en achète. On en achète. Qu'est-ce qui s'est passé? Le forestier ici, moi si je dis aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, notre filière bois, c'est les mêmes réunions, vous voyez, avec les réflexions. On n'a plus d'acteurs de niveau, des bûcherons, on n'a plus d'acteurs en sillage pour couper les arbres et les exploiter, pour fabriquer des meubles et tout ça. On n'a plus. La cause de ça, je ne sais pas, moi, les gens qui disent je ne veux plus travailler, me lever le matin, je ne veux plus faire tout ça, les horaires décalés. La question, moi personnellement, je pense qu'il faut absolument que nous ayons une réflexion sur le pourquoi des choses. Hein. Et aujourd'hui, pourquoi nous, le grand virage que nous avons eu dans les années 70, il faut se rappeler, nous avons un peu plus anciens vécu les 30 Glorieuses, hein, où il n'y avait aucun problème. 70, sont arrivés tous les problèmes d'un coup sec. La crise de l'énergie, le chômage, la désindustrialisation ici. Il n'y avait absolument pas un chômeur après la Grande Guerre, après la Deuxième Guerre. Pas un. Les gens qui ont connu cette... Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'emploi partout. Hein, on vous a parlé du quartier du tissage, c'était les corons des filatures, mais vous aviez les corons de la verrerie et vous avez des entreprises partout. Donc ça signifie que là, tout doucement, on commence à voir l'explication de ce qui s'est passé avec l'explosion de problèmes sociaux et l'arrivée de tout ça. Mais on n'en parle pas assez. Hein, et nous qui sommes un petit peu regardant tout ça, on n'est pas sachant, on est regardant, il faut absolument que vous essayiez, on essaie tous ensemble de comprendre pourquoi tout ça se passe et pourquoi ça se passe aujourd'hui. Et notre association, vous verrez, elle sera faite aussi d'une multitude de petites histoires. Je vais me permettre juste, pardon, de dire que je ne souhaite pas qu'il y ait de malentendu sur les valeurs. Hein. Bien entendu, je suis très attachée aux valeurs, mais j'ai commencé par la question des mots valises et je pense qu'il faut que nous puissions tous ensemble partager ce que chacun met derrière une valeur. Voilà, c'était juste peut-être maladroitement une... Les valeurs, c'est très simple. Là, c'est marqué, c'est l'objet de l'association. Et tant qu'on se garde, exactement, c'est ça qu'on nous a obligés exactement à changer les statuts, parce que nous avions encore en 2016, vous imaginez, c'était il y a quelques années, nous avions encore des statuts qui parlaient de la lutte contre la peste blanche, contre la tuberculose, contre le fléau de la tuberculose.
C'était l'œuvre du préventorium. On nous a dit, ce serait peut-être temps, les gars, là, que vous vous mettez un petit peu à jour. Hein. Voilà. Donc, c'est ça, mais nos statuts sont... Le fond est resté le même. Bien. Il ne me reste plus qu'à remercier les participants à la table ronde, à remercier aussi l'ensemble des personnes qui étaient présentes aujourd'hui, qui ont participé à ces 2 jours, à vous dire tout le plaisir que j'ai eu moi à titre personnel à travailler avec l'équipe de préparation et puis à être présent au cours de ces 2 jours. Et Brice, je te passe la parole. Alors du coup, non pas pour un mot de conclusion, mais simplement pour un mot de revoir aux participants aujourd'hui.